Ouvrons ensemble ce carnet nomade. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, le voyage de Paul Klee en Tunisie. C'était le 6 avril 1914. 3 artistes, Paul Klee, Auguste Macke et Louis Moillet, arrivent au port de Tunis à bord du Carthage. Un voyage qui est vite devenu mythique dans l'histoire de la peinture du XXe siècle, car pour tous les trois, et particulièrement pour Paul Klee, ce voyage a été un réel bouleversement. Une rencontre fulgurante de l'Orient et de l'Occident. Une découverte à travers le pays tout entier, à travers les visages, les objets, les paysages, une révélation de la couleur et surtout une vocation de peintre. C'est ce voyage de 13 jours en Tunisie dont on fête aujourd'hui le centenaire, à la fois à Berne, à travers une magnifique exposition des 3 artistes au centre Paul Klee, et en Tunisie, avec plusieurs rencontres, conférences et expositions, notamment à la galerie de Sadika et d'Alain Nadeau, sur Klee et le tapis tunisien, et sur Klee et les artistes contemporains tunisiens qui lui rendent hommage. C'est donc ce voyage que j'aimerais vous raconter ici. Comment de jeunes artistes partis de Berne, tous 3 emplis de désir, de curiosité, tous 3 à la recherche d'un ailleurs, à la fois réel et abstrait, ont inventé de nouvelles formes artistiques. Comment tout ce qu'ils allaient voir, ressentir, découvrir, allait se métamorphoser aussitôt en source de création artistique. Tunis, Carthage, La Goulette, Sidi Bou Saïd, Saint-Germain, qui est aujourd'hui devenu Ez-Zahra, puis Hammamet, Akouba et Kérouan à la fin du voyage. Dans son journal, Paul Klee dit à propos d'Akouba, Akouba, cité fabuleuse, glissante au passage, nous fait un signe bref plein de promesses, peut-être pour la vie entière. À 2 heures de Kérouan, petit faubourg français avec 2 hôtels. Là, nous nous désaltérons avec du thé pour nous préparer à découvrir dignement cette merveille, Kérouan. D'abord un intense délire qui nuitamment culmine dans le mariage arabe. Pas d'impression isolée, mais un tout. Un extrait des 1001 nuits avec 99% de réalité. Arôme, combien pénétrant, enivrant, élucidant à la fois. Repas, mais des plus réels et délicieux breuvages, édification et ivresse. Du bois parfumé se consume. Pays qui me ressemble. Tous ces lieux qu'ils ont traversés vont en effet se retrouver interprétés dans les 35 aquarelles magistrales de Paul Klee et dans ses 13 dessins, mais aussi dans les nombreux tableaux d'Auguste Macke, dans sa série de photos, et aussi un peu moins nombreux dans les tableaux de Louis Moillet. C'est une belle aventure, Michael Baumgartner, d'être là 100 ans après, en avril, au mois d'avril 2014, 100 ans après le voyage de Paul Klee en Tunisie, et nous sommes en fait devant les mêmes couleurs, les mêmes sons, les bruits d'oiseaux, la lumière, à la Marsa, et c'est Sidi Bou Saïd qui l'avait vu de son bateau en fait, les premières maisons, l'architecture comme ça des maisons dans ce grand bateau qui s'appelait Carthage, le Carthage. Oui, c'est effectivement comme ça, c'est formidable d'être ici, vraiment précisément 100 ans après le voyage des 3 artistes. Pour Klee, ce voyage en Tunisie était pour lui quelque chose d'intérêt. Et c'est dans l'histoire même de la peinture, hein, ce voyage en Tunisie est une référence, c'est quelque chose d'important, cette découverte de la lumière, des couleurs, cette prise de conscience aussi pour Klee. Il y a des extraits de ce voyage dans son journal qui sont vraiment renversants, hein. C'est comme s'il était possédé, il le dit d'ailleurs, hein, je suis possédé.
Oui, il se découvre d'une façon comme peintre. Disons, il faut aussi un peu être critique envers le mythe, parce que c'est Klee un peu lui-même qui a aussi créé ce mythe, ce voyage, mais il l'a créé parce que c'est 12 jours en Tunisie pour lui, surtout en ce qui concerne la peinture en aquarelle. Là, il a vraiment créé des œuvres dont il n'était pas capable avant. Et cette expérience avec une nouvelle culture, avec la lumière, comme vous l'avez dit, avec les couleurs, pour lui et surtout pour Maquet, parce que vous voyez, dans ce voyage-là, il n'a pas beaucoup peint. Il y était déjà avant, mais pour Klee, Maquet, c'était vraiment chaque jour, il voulait profiter de ce moment. Et surtout pour Klee, c'était aussi un projet de trouver une abstraction de toutes ces impressions qu'il avait. C'était aussi un projet pour lui vers une peinture abstraite, ce qui est fascinant parce qu'il y a vraiment les deux. Il y a l'atmosphère du lieu, en même temps il y a une structuration et il y a une systématisation de sa peinture et c'était une dialectique très très intéressante entre ces deux pôles. Oui, c'est-à-dire qu'on voit qu'il est traversé par ses émotions pendant tout le voyage et en même temps, la théorie ne le quitte pas en fait. Voilà, il a un projet. Il veut dire, moi je veux me distancer un peu de ce qui est le premier moment, l'impression. Alors il veut s'éloigner de l'impressionnisme, si on veut dire. Et pour lui, Delaunay était très important, le rayonisme, l'orphisme. En même temps, vous dites aussi, parce que vous parlez du mythe que Paul Klee a créé, de ce voyage en Tunisie, même s'il était réel et qu'il a transformé, vous dites qu'il avait peint quand même, avant ce voyage, des tableaux qui ressemblaient presque à ceux qu'il a fait après. Il y avait déjà la ville de Berne qui ressemblait, avec ses dômes, qui ressemblait presque à une ville arabe. Tout à fait. Il y a deux œuvres, on dirait, s'appelle le Tapis, l'autre ville avec trois coupoles. Tous les deux, il les a exposés avant le voyage. Et donc il est passé par plusieurs lieux, bien sûr Tunis, Sidi Bou Saïd, Saint-Germain, on disait c'est El-Zahra, Hammamet, et puis Kérouan aussi. Kérouan qui a été aussi un moment très très important. Oui, pour lui, cette expérience de s'éloigner un peu de la ville, d'être dans le désert. Et pour lui, le désert, c'était aussi symboliquement un peu l'abstraction, non ? Parce que là, dans le désert, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de sujet à peindre. Et il a vraiment réfléchi à cette question du désert qui devient un symbole du tableau abstrait. Et en même temps, la vue de la ville, qui était aussi un grand thème à Kairouan, l'architecture de la ville. Et on voit très bien qu'il était intéressé de séparer l'architecture de la ville du désert. Et c'est pourquoi il a coupé certaines œuvres où il y avait les deux, où il y avait le désert et la ville, et il les a coupées pour avoir deux entités. C'est très curieux d'ailleurs, c'est mystérieux cette volonté de couper après ce qu'il avait fait dans un même tableau en fait. On voit bien, vous les avez réunis d'ailleurs là. Oui, mais c'est aussi typique pour Klee parce que le processus de création continue. Pour lui, cet acte, c'était aussi un acte de composition. En détruisant, si on veut dire, ou en coupant, ou en séparant deux éléments. Et il les a entitrés séparément et aussi numérotés. Alors c'était vraiment des œuvres indépendantes après ça. Et avec Auguste Maquet, c'était différent. Auguste Maquet était plus travailleur peut-être, il en faisait beaucoup. Il y a eu une grande production sur... 34 tableaux, mais il a beaucoup dessiné aussi. Lui, il n'était pas tellement occupé de la question de l'abstraction. Pour lui, il était tellement un génie des couleurs. Vous qui êtes en ce moment à Sidi Bou Saïd, on peut reconnaître le tableau du Café des Nattes qu'a peint Auguste Maquet. Ça a dû être très étonnant pour vous de découvrir ce café. Absolument. Oui, c'est émouvant de voir les lieux d'origine et aussi de ressentir encore cet esprit ou ce que les trois peintres ont ressenti. On était aussi à Saint-Germain dans cette maison du Monsieur Jégui. C'était une maison de plage et ils y étaient seulement pendant 2 jours, mais si on voit ce qu'ils ont fait là, c'était, je pense, le moment à Saint-Germain, c'était vraiment très très important pour marquer Klee. Et Klee a très souvent repris ces thèmes de Saint-Germain. La majorité des œuvres qu'il a refait en 1917, 18, 19 étaient autour de ce thème de Saint-Germain, les montagnes, la vue sur le paysage.
Et c'est aussi là, on voit très bien où il fait ce pas vers le tableau abstrait. Et venant de Berne, il y a aussi une attirance pour les pays, aussi pour l'autre lumière en fait. Oui, en 1928, il était en Égypte. Il était très attiré par les cultures et aussi, disons, l'art islamique l'a beaucoup fasciné. Ça, c'est un impulse, une inspiration qui l'accompagne pendant toute son œuvre. Oui, il y a des croissants, on ne sait pas si c'est la lune aussi. Oui, par exemple, il y a comme des écritures, disons des calligraphies. Tous ces thèmes sont très importants dans l'œuvre de Klee. Là, je feuillette le catalogue et on voit vraiment des œuvres magistrales. Voilà, ce sont par exemple, ici c'est une vue de Saint-Germain, une œuvre qui est dans le centre Pompidou. En principe, le paysage se fait dans l'œil de celui qui regarde. Et c'est ça certainement une des aspects très fascinants de la peinture de Klee. Celui-là, il a dit, c'est pour la première fois que je suis vraiment arrivé en Afrique. Parce qu'avant, il avait encore des éléments de perspective. Par contre, là, ça devient vraiment très, très plat, on peut dire. C'est comme un tapis, si on veut ainsi dire. Oui. Mais cette idée du tapis, même ce tableau qu'il avait peint avant et qui s'appelait déjà le tapis, c'est très fascinant, ça. Oui, absolument. Et c'était quand même très courageux parce que quand même c'était l'idée peut-être de décoration ou d'ornement. Et ça, c'était dans le temps, disons 1910, c'était une grande faute d'être ornemental comme peintre. Mais Klee n'avait pas tellement peur des choses comme ça. Voilà, c'est encore une de ses œuvres ou deux où il se réfère toujours à cette maison du docteur Jeggi à Saint-Germain avec la plage et puis aussi ce paysage avec les collines. Et là, je trouve très très intéressant que c'est une œuvre qui ressemble beaucoup à la colorité de Maquet. C'est vrai. C'est comme une référence à son ami peintre qui est mort en 1914. Je trouve ça très émouvant. Et en principe, c'était le dernier aquarelle où il se réfère directement à son voyage en Tunisie. C'était tout juste au moment où il allait au Bauhaus. Alors c'était vraiment une grande marque dans sa carrière artistique. Et oui, c'était aussi, je pense, un moment décisif. Ça, c'est aussi Saint-Germain. Et puis ça, c'est une œuvre très, très émouvante parce que c'est une œuvre en principe totalement abstraite avec les champs de couleurs, mais il appelle ça lever de la lune à Saint-Germain. Tout de suite, on est dans une atmosphère un peu mystique. C'est presque comme une rêve, un peu. C'est vrai. Oui. Là, vous avez la ville avec les coupoles rouges et blancs, et puis dans le désert. C'était une œuvre ensemble. Et après avoir coupé dans le désert, il a couvert, il avait deux dromadaires, et il les a coupés de couleur brune pour vraiment arriver à l'abstraction totale, mais quand même, Klee était un ironique, il laisse quand même la tête d'un dromadaire, regarde encore, il a laissé comme ça. Oui, juste la tête. Puis ça, c'est Sidi Bou Saïd, mais c'est il l'a fait après. Ça veut dire, quand il est revenu à Munich, et il avait une phase très très productive dans les 3 semaines qui suivaient. Beaucoup d'aquarelles qui se réfèrent directement en Tunisie n'ont pas été créées. Ah oui, c'est ça. Oui. Mais moi, j'ai beaucoup entendu maintenant de Tunisiens qui m'ont dit que Klee est comme un de nous, parce qu'il a tellement bien transposé ce qu'il a vu ici en art. Cet esprit de Tunisie, cette atmosphère, oui. Ça, c'est le tapis. Ça, c'est une œuvre très intéressante parce qu'il l'appelle le tapis de souvenirs. Tapis de souvenirs ou souvenir de tapis, on ne sait pas. Oui. Et il faut dire, disons, le titre de tapis, c'est constamment dans l'œuvre de Klee, il apparaît jusqu'en 1940. Sa dernière année de création, il y a encore des œuvres qu'il a titrées tapis. Alors, on voit un peu la continuité de ce thème. La couleur me possède. Point n'est besoin de chercher à la saisir. Elle me possède. Je le sais. Voilà le sens du moment heureux. La couleur et moi sommes un. Je suis peintre.
dans l'encrit de ce voyage en avril 2014, un voyage en Tunisie avec ce grand flashback vers le voyage de Paul Klee en avril 1914. Et donc nous sommes là dans ce café des nattes que sans doute Paul Klee, Sidi Bou Saïd, sans doute Paul Klee, Auguste Mac et Louis Mouillet avaient vu, puisqu'on sait qu'il y a une très très belle peinture aussi d'Auguste Mac. Oui. Comment vous dire, je suis un peu ému de remettre les pas dans ces peintres aussi célèbres. Ça a été aussi un bouleversement de la rencontre avec sa peinture. Oui, c'est vrai. Je suis, comment dire, venir ici, qui est un pays ce ne fut pas le pays de la naissance de Klee, mais celui de sa renaissance, celui où il est né à lui-même, si on peut dire. Eh bien, pour moi, ça voulait dire quelque chose de symbolique. C'est aussi une renaissance aussi pour vous. Oui, d'une certaine manière. Enfin, une renaissance aux sensations de mon enfance. Il y a quelque chose de très extraordinaire. Klee, quand il était ici, à un moment donné, on a l'habitude de dire qu'il a découvert la couleur, et notamment, par exemple, il y a ce passage extraordinaire où il dit « Je suis la lune du sud à son lever ». Quand on dit « je suis ici », la lune là-bas est en face de moi, et pourtant, elle n'était plus en face. Ma langue a fourché, mais je crois que c'est un bon jeu. Oui, parce qu'il était en phase avec la Lune. Voilà, et donc il y avait une sorte d'accord parfait qui passait par la totalité de la nature. Les romantiques allemands appelaient ça Stimmung, une acoustique de l'âme chez Novalis. Oui, parce que son regard aussi, à la fois dans ce voyage, dans sa découverte de tout, des objets, des formes, de l'architecture, des visages, des motifs dans les tapis, partout en fait, il les a vraiment reçus en poète, parce qu'il n'a pas tout de suite, il les a reçus dans son corps, et il a senti cet éblouissement, comme ça tout de suite, très fort, mais après il a travaillé longtemps avec cette émotion qui lui est arrivée ici. Oui, bien sûr, oui. L'angle fusant de cette rencontre, c'est une phrase de René Char, l'a habité toute sa vie. Et notamment, par exemple, dans un tableau qui s'appelle Projet, qui est de 1938. Et dans ce tableau-là, eh bien, alors que Klee, en 1938, il sait qu'il va mourir. Depuis 1936, il est atteint de la sclérodermie, il est malade. Et donc, il a voulu remettre ses pas, parce que c'est un tableau assez étrange, où il s'est mis en filigrane, presque au mi-temps de la toile. Et il y a une sorte de point d'interrogation qui est une mèche de cheveux, c'est-à-dire comme s'il était un petit peu dubitatif. Et puis il y a juste un seul œil qui est de couleur froide, c'est un œil Oujdat. En 1938, il était non seulement venu en 1914 en Tunisie, mais en 1929, il avait été aussi en Égypte. Donc c'est un tapis du souvenir, ou un souvenir des tapis, si vous voulez. Oui, c'est ça, il a appelé ça le tableau tapis du souvenir. Et alors, si je prends une métaphore du côté de la littérature anglaise, l'angliciste que je suis s'en souvient, chez Henry James, il y a une très célèbre nouvelle qui s'appelle « Le secret dans le tapis ». Ça met en scène un écrivain qui n'est pas content de ce que les critiques disent de lui. Ils disent on y parle de tout sauf de ce figure in the carpet, c'est-à-dire non seulement de ce secret, mais le mot figure en anglais veut dire à la fois chiffre, ça veut dire silhouette, ça veut dire ça veut dire beaucoup de choses. En français, c'est vrai que c'est traduit le motif dans le tapis. Voilà, on parle de l'image dans le tapis, mais le tableau est divisé en deux parties. Sur la gauche, c'est un peu moins abstrait. Sur la droite, c'est un peu plus abstrait. Et sur la droite, ça semble tenir compte de ce qu'il a pu voir sur le plan des bijoux berbères, de la lune dans le ciel, etc. Et en fait, nos regards ne cessent d'aller à gauche et à droite. C'est-à-dire que ça permet d'engrener comme image dans le tapis le portrait de Klee et quel est le sens de cette navette, sinon quelle est la navette du sens à l'état naissant. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le motif des tapis, mais c'est ce qui fait qu'un tapis peut être produit quand la navette va et vient dans la trappe. Vous décrivez bien comment, dans votre texte, comment sur plusieurs toiles il a fait ça. Il a vraiment cassé, séparé en deux des toiles qui étaient entières. Il a inversé aussi. Il y a le tableau du chat. Alors, il y a une phrase de Klee qui est très importante, c'est la suivante. L'art traverse les choses. Il porte aussi bien au-delà du réel que de l'imaginaire. Et pour peut-être l'illustrer, je dis un mot de l'exercice dont son journal a gardé la trace. En 1908, il y a quelque chose qui s'appelle « Genèse d'un travail ». Klee dit
Petit 1, genèse d'un travail dessiné d'après nature, si possible avec une longue vue, si besoin. Petit 2, il dit renverser la feuille et souligner les traits principaux au gré du sentiment. Et petit droit, il dit renverser à nouveau, c'est-à-dire revenir dans la position initiale. Donc c'est un double renversement. Et à ce moment-là, harmoniser la position 1, quand la feuille était droite, et la position 2 quand elle était tête en bas. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui est extraordinaire à mon sens, hein, parce qu'en 1908, on est presque à l'orée de l'abstrait, c'est-à-dire que la nature comme modèle, ou le modèle de la nature, tout ça, c'est en train de passer en retrait. Il faut un double renversement et pour aller au-delà et coédifier le tableau et la chose. Et c'est ainsi qu'on peut dire, comme lui, l'art travers les choses, et il porte au-delà du réel, c'est la position 1. Aussi bien que de l'imaginaire, c'est la position 2 quand on a inversé. Mais pour passer à l'acte, eh bien, il a fallu qu'il traverse la Méditerranée. Et c'est en ce sens que ce qu'il avait perçu méthodologiquement en 1908, eh bien, il est passé à l'acte en 1914. Et il y a un tableau de 1914, une aquarelle, le titre, c'est Hammamet avec sa mosquée, où il a découpé la partie inférieure et puis il l'a mise en haut après l'avoir renversé. C'est-à-dire ce qui servait de terre, il en a fait le ciel de voûte, la clé de voûte du symbolique. Et que dire sinon que cette inversion, pour lui, c'est une conversion. C'est une conversion à tout ce qu'il a pu trouver ici, en Tunisie. Comment dire, pour attirer son destin à lui, pour ainsi dire, changea de boussole en venant ici et il prit le sud pour le nord. C'est ça qui a aimanté toute sa vie future. Dans ce Café des Nattes, il y a vraiment beaucoup de présence, hein. On voit bien Camus, Simone de Beauvoir, André Gide, tous ces gens qui sont passés. Et vous, c'est votre café, donc vous avez mis la reproduction du tableau de Mack. Oui, bien sûr. C'est formidable, vous avez la trace. Et puis qu'est-ce que c'est ça? Vous avez encadré une lettre? Il y a un voyage de fondation des Suisses, où entre eux, il y a le fils de Pierre Mollier, qui m'a écrit une lettre et qui m'a envoyé la photo de son père. Elle est là. Il est sur le bateau. Voilà, et Paul Klee est là aussi. Et Paul Klee qu'il est en train de... Il y a le sable dans... Il enlève le sable de ses chaussures. Oui, parce qu'il y a la plage de Zara, qu'ils ont habité à la Zara. Saint-Germain. Voilà, il y a la maison... Vous avez tous les documents ici. Un petit peu de la trace, quelques traces. On peut comparer cette photo où voilà Paul qui est devant la mosquée du Barbier à Kérouan. Et là, on voit Paul Klee qui est en arrière. C'est Auguste Mack qui est sur l'âne. Et sur la droite, eh bien, on aperçoit un bédouin. Et Klee disait, je suis un peu bédouin quelque part dans ce pays qui me ressemble. Et la plupart du temps, on coupe le bédouin et c'est ce qui arrive dans cette photo, regardez. Ah oui, là, le bédouin a été complètement enlevé et moi je crois qu'il faut redonner de la noblesse à ce guide qui était le leur, c'était leur guide et qui les a guidés, c'est-à-dire au sens fort. C'est magnifique, hein? Magnifique. Et vous avez gardé justement toutes les photos et du coup on peut voir qu'il y a eu un découpage de ce bédouin alors qu'il est là. Orné de tableaux. Belles aquarelles. Nous pillons en achetant. Attroupement provoqué par une souris. Finalement, on l'assomme à coups de chaussures. Échouons à la terrasse d'un café. Soirée aux nuances aussi délicates que précises.
La couleur et moi sommes peints. Je suis peintre. C'est une traversée extraordinaire, Sadika, dans toute l'œuvre de Paul Klee et dans la Tunisie d'aujourd'hui, face à la Tunisie qu'avait découverte Paul Klee en 1914. Et c'est vraiment une plongée à la fois dans les gestes des artistes et aussi dans les détails de la Tunisie d'aujourd'hui. C'est tout cela que vous avez réussi à faire vivre, en fait. La Tunisie, je pense, plus que jamais a besoin de culture. Et puis, on a vu, après la Révolution, maintenant depuis 3 ans, que tout l'art est devenu un art engagé. Bon, c'est bien, c'est très bien, parce que de toutes les façons, contrairement à ce que les gens pensent, cette révolution est venue par un mouvement intellectuel, culturel. Et aujourd'hui, on se sent un peu plus à l'aise. Donc on est plus, c'est pas qu'il y a plus d'artistes engagés et l'art reste toujours engagé, mais quand même on crée avec plus de liberté et de confort. Et les artistes, quand j'ai fait appel à eux, ils étaient corps et âme. Paul Klee, de toutes les façons, il a touché à l'essentiel, la couleur, la lumière. Donc forcément, chaque artiste, quand on l'appelle pour des choses pareilles, il va plonger. On ne peut pas faire autrement. Ben oui. Et est-ce que son regard, justement, de la première fois en Tunisie, est-ce que ça vous a pas aussi redonné un nouveau regard sur la Tunisie, comme si vous la rencontriez à nouveau pour la première fois? Au fait, toute cette exposition, c'était à la recherche de son regard. Qu'est-ce qu'il a vu, Klee? Moi, c'était ça, parce que les maisons étaient blanches, donc on est quand même dans des paysages assez plats, etc. Mais pourquoi les couleurs ont surgi comme ça devant lui? Qu'est-ce qui a fait que Klee, et c'était à Kairouan, donc et c'est là où l'idée première a commencé à naître, c'est-à-dire Klee, au fait, il a été influencé pour moi par les kilim, particulièrement les kilim qui sont imaginés au début du siècle, tout en couleur végétale. Les couleurs végétales donnent vraiment comme de la peinture à l'huile. Donc il a vu quelque chose de fascinant devant lui sur des remparts de Kairouan, parce qu'on étale les tapis sur les remparts un peu ocre ou alors sur les maisons toutes blanches, etc. Donc il avait eu ce jet de couleur devant lui qui a fait que il a eu une sorte d'éveil et il a raccourci son voyage pour aller continuer sa recherche intellectuelle qui est née bien sûr bien avant, hein. Mais il voulait la confirmation, il était à la recherche de quelque chose. Et c'est très beau dans cette exposition, justement, la juxtaposition d'œuvres de Klee, bon, des reproductions, puisque les œuvres sont à Berne en ce moment d'ailleurs, à côté de motifs de tapis, de carrés de boue, de chutes, de tapis où on voit mieux, qui sont encadrés détail par détail, et c'est fascinant. Hein. Au fait, on a voulu zoomer sur le regard de Klee. Et donc, on a fait des encadrements, on a plié les tapis et on a laissé apparaître que les parties les gros plans, et on a fait par thème, donc les rayures, et après le carré magique, après la stylisation végétale ou animalier. Donc on a essayé de retrouver l'univers Klee. En Tunisie, qu'est-ce qui a fait que Klee a été si fasciné et qu'est-ce qui l'a aidé au fait à confirmer l'abstraction? Et on le voit, il y a des similitudes extraordinaires. Par exemple, le barnouk qui est le voile de mariée en laine, on est proche, mais à un point invraisemblable. Ou alors aussi, il y a plein d'autres choses très sympathiques, comme la petite poupée, l'autoportrait de Klee, où il a fait le petit bournous avec de vrais tissus de bournous et une chéchia rouge. Et il dit, c'est mon autoportrait. C'est touchant, hein, à la fois. On est heureux par ce passage. Et la Tunisie, quand même, je pense, tout pays, pas seulement la Tunisie, c'est-à-dire la richesse, c'est ce regard de
l'autre. Et l'ouverture que la Tunisie a toujours eue, et j'espère qu'elle va aujourd'hui, avec cette libération, va continuer plus fortement, c'est la richesse. Parce que les personnes arrivent avec leur culture, leurs différences, leurs visions autres, et c'est extraordinaire. Et vous avez beaucoup dessiné aussi, Sadika. Oui, moi-même j'ai beaucoup dessiné. J'étais entre deux choses, j'étais entre Clé et les femmes. Je collectionne, parce que ce qu'on voit c'est ma collection privée, j'ai toujours collectionné des tapis dans le but de faire des tapis. Bon, je me suis mise à faire des tapis volants en verre plutôt que des vrais tapis. Mais vu la situation de tous ces gens dans les régions, quand je suis allée les voir, j'étais à la recherche par besoin de quelque chose qui va pouvoir participer à l'évolution de ces régions. Et là, je me suis mise à dessiner des vrais tapis. Et donc, les femmes des régions ont travaillé et ont tissé ces tapis. Oui, bien sûr. Il y a des groupes de femmes à Foussana, Sidi Bouzid, à Kasserine, c'est-à-dire les régions qui ont été complètement délaissées, où en même temps, ils ont gardé un savoir-faire extraordinaire, un patrimoine vivant magnifique. Et vous avez fait vous-même un tapis volant dans en verre, comme des vitraux, ça c'est intéressant aussi. C'est à partir d'un tableau de Clé alors. Au fait, c'est pas vraiment. Une inspiration. Mais une inspiration, c'est-à-dire d'abord c'est la représentation des flèches chez Clé, et puis une tonalité dans les bleus jaunes, parce que aussi Clé a beaucoup travaillé sur les couleurs complémentaires, et donc c'est pour ça que j'ai choisi ces couleurs-là, et en dirigeant des flèches nord-sud réellement, donc en espérant aussi que le nord-sud soit un peu plus proche. Donc il y a beaucoup de tapis aussi qui ont repris des motifs donc qui sont créés aujourd'hui et qui ont repris des motifs de Clé qui sont là en vente. Pour moi, cette exposition, c'est un début d'une grande histoire avec de reprise, de réhabilitation d'un métier et surtout d'implication d'artistes donc, dans le secteur de l'art. D'avance, nous savons tous deux qu'ici, nous ferons du bon travail. On peut bien imaginer à la Nadeau ce qu'a pu ressentir Paul Clé en arrivant sur son paquebot, le Carthage, sur le long des côtes de Sidi Bou Saïd. Il se dirigeait vers la Goulette, comme il le dit dans son journal, et il devine le village de Sidi Bou Saïd, et nous, en face de cette mer qui finalement n'a pas changé, parce qu'il y a le paysage qu'on a sous les yeux, entre les oiseaux, la végétation, l'eau, la couleur du ciel, de la mer, des fers forgés sont à peu près pareils. On peut bien imaginer ce qu'il a ressenti et cette phrase que vous soulignez quand il dit « ce pays qui me ressemble ». Oui, d'ailleurs on voit un cargo qui arrive dans la brume là. Donc c'est pour un Suisse qui n'avait pratiquement pas voyagé, le contact avec le Maghreb, c'est toujours impressionnant.
c'est un choc visuel, esthétique, etc. On débarque dans un autre monde. Oui, et puis ce moment justement où il y a la fatigue du voyage, la chaleur, les objets qui sont pas pareils, les formes, enfin tout ce vertige en fait du réel qui permet peut-être ce qu'il a appelé ou ce que vous avez appelé aussi l'éblouissement, hein, comme d'autres artistes d'ailleurs, cette crise presque artistique qui est tombée sur lui. Oui, c'est-à-dire que lui, il était déjà pris dans un trajet de recherche de quelque chose. Et donc c'est ce qui fait que Paul Klee n'est pas un peintre orientaliste. Il y a un travail de recherche esthétique. Et donc il y a une telle quantité d'accumulation d'informations et d'esthétique qu'ensuite il y a un saut qualitatif. On passe à une autre étape et c'est la révélation qu'a Paul Klee, même si on sait que quand il dit « la couleur me possède », etc., « je suis peintre », etc., c'est un rajout à son journal qu'il a modifié. C'est-à-dire lui-même a aussi contribué à édifier sa statue. C'est stupéfiant tout ce travail que vous avez fait avec Sadika, avec tous les artistes ici, parce que vous avez recueilli des extraits comme ça, des découpages. Vous avez redécoupé comme Paul Klee qui redécoupait ces tableaux. Vous avez découpé des bouts de Kilim et en les juxtaposant au dessin de Paul Klee. Il y a vraiment, on se dit c'est pas possible, c'est magique. On a l'impression qu'il s'est vraiment inspiré, alors qu'il y a cette question de savoir est-ce qu'il a vraiment regardé, été attiré par les tapis. Voilà, c'est cet ensemble qui est comme un secret, comme une question aussi. Oui, parce que nous, ce qu'on a voulu, c'est dans cette exposition, c'est justement on n'a pas découpé, hein, mais non. On a plié les tapis de telle façon que le regard soit focalisé, de façon à ce que l'œil soit attiré. Et une fois le motif mis en valeur, comme en exergue, on les a encadrés dans des cadres en bois. Et les Tunisiens eux-mêmes sont unanimes à dire « bah oui, on n'avait jamais vu nos tapis de cette façon-là ». Ça, c'est la force de Sadika, d'avoir collectionné ces anciens tapis. Et ensuite, on a essayé de mettre ces motifs de tapis en regard avec certains thèmes des œuvres de Paul Klee, que ce soit des motifs géométriques, des motifs animaliers, des conjugaisons de couleurs. Parce que Paul Klee n'a jamais dit « ah oui, j'ai été influencé par un tapis » et c'est ça qui m'a... Ça, c'est l'intuition de Sadika. Et là, par exemple, on voit ce tableau de mai 1925, huile sur carton sur bois, et à côté des bouts de Kili, mais c'est étonnant, ces carrés. Oui, ou alors les flèches, ou les flèches qu'on trouve dans certains Kilim, que j'ai mis en regard avec les flèches, par exemple, lieu visé. La flèche est vraiment un leitmotiv aussi chez Klee. Oui, on trouve beaucoup de flèches inversées, brisées, etc. Ce qui a permis à Sadika, elle aussi, de faire ce plafond en verre avec traversé par des flèches. Elle montre un tapis vu de dessous. On inverse complètement les perspectives. Et beaucoup aussi de motifs chez Klee, de végétaux, d'animaux, de poissons, de cygnes berbères. Et là, par exemple, ce tableau qui s'appelle Ad Marginem, c'est un bout peut-être, un bout du tableau. Oui, voilà, dans le livre, un extrait. Il y a l'œuvre complète. Qui est inversée d'ailleurs, Jean Lancry montre comment le tableau tourne sur lui-même. Et ce qui fait que le petit oiseau se retrouve la tête en bas, comme dans les Kilim, on trouve des motifs animaliers, des arbres, des oiseaux aux ailes déployées, des canards, des chiens. Le chien, ça a l'air vraiment d'être le même. Et les œuvres se répondent comme une chambre d'écho. En tout cas, Paul Klee ne mentionne jamais le rapport au tapis. Même si on sait qu'une dizaine de ses œuvres s'appellent tapis, ou mentionnent le mot de tapis, même si on sait que quand il a été professeur au Bauhaus, il a enseigné le tissage, etc. Et que dans nombre de ses œuvres, il a peint sur toile de jute, sur toile de coton, qu'il a effiloché, un magnifique tableau qui s'appelle le tapis du souvenir, qu'il a travaillé dans tous les sens, qu'il a vieilli. Donc il y a des réminiscences. Comme s'il avait ramassé dans ce tapis toutes les sensations qu'il avait eues dans ce voyage, en fait. Oui, et d'ailleurs il y a... Comme un testament, vous dites. Oui. Et il y a une œuvre qui s'appelle L'Expérience orientale, qui est le témoin
de cette révélation qu'il a eue à Kairouan. Et 100 ans après, c'est vraiment émouvant aussi de voir toutes ces femmes des régions de Sidi Bouzid, de Kasserine, qui se mettent au travail avec cet artiste qu'elles comprennent pas complètement, mais qu'elles ressentent. Hein. Et elles arrivent à recréer elles-mêmes, parce que l'art aussi du tissage, vous le dites d'ailleurs dans votre texte, Alain Nadeau, c'est aussi de l'improvisation, c'est aller un peu à tâtons, c'est un acte vraiment créateur, elles n'ont pas toujours un modèle à côté, et là, elles se sont jetées dans cette aventure de Sadika proposée par Sadika et vous. Oui, normalement, elles inventent. C'est-à-dire que le problème du métier à tisser, c'est qu'il s'enroule sur lui-même. C'est-à-dire elles ne voient pas ce qu'elles font. Quand ce sont des motifs géométriques, répétitifs, etc., pour elles, c'est simple parce que elles ont des moyens mnémotechniques. Parfois, ils chantent, ils ont des récitations qui comportent la mémoire des motifs où elles peuvent s'y retrouver. Mais quand c'est, par exemple, le tapis qu'elles ont tissé, le fameux poisson cloporte de Paul Klee, qui est une sorte d'arête de poisson comme ça, en fait, l'œuvre, elle est toute petite à l'origine. Et là, on se retrouve avec un tapis à nœuds, noir sur blanc, qui fait 2 mètres sur 2 mètres 20. C'est un exploit, en quelque sorte, et c'est pas dans leur tradition de ces motifs. Donc, c'est intéressant de voir comment elles se réapproprient sans complexe l'œuvre d'un artiste qui est passé chez elle un siècle plus tôt. Et donc, c'est une sorte de réappropriation. En même temps, c'est là où l'art rejoint le social, puisque dans la misère dans laquelle elles sont, eh ben, ce rapport à Paul Klee va peut-être leur permettre de survivre et de retrouver une dignité. Et le thème du poisson, d'ailleurs, le motif du poisson chez Klee est très important. Hein. Il revient très souvent comme le croissant de lune, ou la lune pleine, ou le triangle. Oui, on sait que le poisson est fétiche en Orient, que c'est un porte-bonheur. Donc là, on en retrouve beaucoup de thèmes sur ce sujet. Dans cette grande traversée de 2 voyages juxtaposés, Mona, celui de Klee en 1914 et puis celui dans la Tunisie d'aujourd'hui, avec tous ces artistes contemporains qui se sont attelés à créer aussi à partir de l'œuvre de Klee. Vous avez créé tout un petit théâtre de poupées en écho à tous ces poupées aussi, ou ces guignols qu'avait fait aussi Paul Klee. Effectivement, en hommage à Paul Klee, j'ai choisi de fabriquer une trentaine de poupées, toutes noires d'allure, avec des tissus récupérés, de verre soufflé, des boutons, en structure métallique, tripède, parce que je les voulais plutôt allure. Pas allure humaine, mais avec 3 pieds, pourquoi pas. C'est comme un théâtre. Hein. Voilà, sans yeux, des fois sans visage, fantomatique, quoi, un petit peu. L'idée m'était venue déjà avant de travailler sur Klee, parce que les silhouettes noires que je vois dans la rue tunisienne, elles me sont complètement étrangères, et donc cela m'intriguait. Donc je voulais fabriquer des poupées. Après, j'ai laissé tomber parce que je me suis dit je vais m'éloigner de ma pratique de photographe. Les silhouettes noires qui sont arrivées il n'y a pas très longtemps, en fait. Exactement, après la Révolution. Et donc avec le projet de Paul Klee, quand j'ai vu qu'il a fabriqué lui-même des marionnettes, effectivement, des marionnettes avec son fils Félix. Donc j'ai dit, tiens, je vais lui rendre hommage avec mes poupées, je vais continuer à les fabriquer. Et je me suis amusée à les fabriquer avec ma grande-tante. On a choisi que les trucs noirs pour garder une homogénéité dans l'ensemble, et elles sont toutes différentes, oui, chacune a... En même temps, c'est beau, oui, parce que c'est un signe aussi de protestation. Parfaitement, parce que les silhouettes noires qu'on voit, elles sont pas belles, je dirais. Et donc moi, je les voulais intrigantes, belles, avec des dentelles, avec un petit foulard tunisien accroché. Voilà. J'en ai même choisi une comme autoportrait, avec la tresse, avec une robe en velours noir, habillée comme ça. Puisque lui aussi, Paul Klee a fait un autoportrait. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, Paul Klee ne les considérait pas comme œuvres au début. Ah oui.
Et voilà, il voulait ça pour son fils. Mais lui, c'était des couleurs. Hein. Plein de couleurs, effectivement. Dans ses poupées. Plein de couleurs, lui. Il a vu la Tunisie peut-être en couleurs. Et puis j'aime bien votre engagement parce que vous photographiez aussi les visages. Voilà, vous êtes aussi dans la réception d'un pays, hein, dans votre art. Oui, forcément, on est imprégné par tout ce qui se passe, surtout après la Révolution. C'est inévitable de résister par notre art. D'ailleurs, je connais la série de Non à la division, les portraits que je fais avec une ligne tracée sur le visage comme un tatouage en guise de protestation contre la division qu'on sent en ce moment. C'est-à-dire que d'un côté les laïcs, d'un autre les islamistes, d'un côté les révolutionnaires, d'un autre l'ancien régime, d'un autre... Toutes sortes de divisions qui m'intéressent. Donc, j'essaie de faire une série sur le Non à la division. Je vais arriver à 217 portraits, autant que l'Assemblée nationale. Ça va être mon assemblée à moi. Et là aussi, il y a une assemblée de poupées. Exactement. Maintenant que je le dis, effectivement, je me suis dit, ah tiens, c'est une autre assemblée là. نحلف بعرق البناية اللي يهبط على الأحجار يذوب اللي رجليهم محفاية واللي تعبوا من المكتوب. On voit bien, Nasser Kémir, qu'il y a ici aussi quelques passionnés de clés dont vous aviez fait d'ailleurs un film, Le voyage à Tunis de Paul Klee, il y a quelques années. En 2007, on a fait un film avec un réalisateur suisse qui s'appelle Bruno Moll. On a tourné 10 jours, donc on a fait un film qui est sorti en Suisse. Mais ce qui est le plus extraordinaire pour moi comme un rêve d'enfant, c'est que moi, chaque fois que je passais en Suisse, dans n'importe quelle ville, j'essayais de savoir s'il y avait un clé quelque part dans un des musées. Et c'est là, quand même une œuvre qui vous plaisait depuis longtemps. Pour moi, je l'ai découvert à 13 ans et demi. Et j'ai acheté un livre par terre dans une brocante et je découvre et je dis mais c'est pas possible parce que je peins et j'adore la peinture. Mais la peinture occidentale, elle est restée dans la représentation à l'époque. Seul Klee, à cette époque-là, est passé dans les signes. Et comme moi, je suis dans un pays de signes et non de représentation, tout à coup, il me parle. Dans mon environnement, je trouve un écho à ce langage-là. Dans les broderies, dans les tapis, sur les portes, sur les façades même des mosquées, etc. Il y a plein de choses qui recoupent l'œuvre de Klee. Il a capté tout ça très vite, en fait. Mais c'est pas n'importe quel œil, ce n'est pas n'importe quel... Il a regardé ça avec un esprit très hospitalier. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas regardé le pays comme un décor. Il n'a pas placé ses rêves à lui dans ce décor. Il n'a pas cherché à métamorphoser ses personnages et leur emprunter les costumes de ce décor. Non, du tout. Oui, c'était pas du tout un orientaliste comme on peut penser. Oui, non, mais d'ailleurs dans le film je dis, mais vous croyez qu'il est rentré? Je pense qu'il n'est pas rentré. Il est resté par l'esprit, faute d'être resté par le corps. Mais c'est une forme d'hospitalité extraordinaire chez cet homme. C'est-à-dire, en fait, il a perçu ce que très peu de peintres tunisiens perçoivent. Il a su à la fois regarder la couleur, il a reproduit des découpages d'espace qui sont dans l'architecture ou des découpages d'espace qui sont dans les jardins de Tunisie, et surtout, il a développé ce langage du signe, c'est-à-dire du trait. Il est l'un des rares peintres pour qui le trait est essentiel. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout dans la représentation, il n'est pas en train d'imiter le réel. Ce qu'il donne, c'est un écho de son esprit, de son âme, de sa musique. Et puis, il y a une grande musicalité dans ses toiles. C'est-à-dire, c'est inouï, comme le moindre petit trait dans une tension, un équilibre à se rompre. Il y a tout le temps de la musique. Il voulait être musicien. Oui, on sait bien qu'il a hésité. Et c'est la Tunisie qui l'a rapté pour la peinture. J'en suis, moi, personnellement, très heureux.
Vendredi, le 17 avril 1914. Passé de nouveau la matinée à peindre devant la ville, Kérouan, tout près de la muraille, sur un monticule de sable. Ensuite, et cheminé seul, parce que j'exubérais, franchissant une porte au dehors jusqu'à l'endroit où s'élevaient quelques arbres. Rareté formant un ensemble rare. Constate qu'il s'agit d'un petit parc, un bassin plein de plantes aquatiques, de grenouilles, de tortues. Au retour, traverser les jardins poussiéreux des abords de la ville et stationnant et peint une dernière aquarelle. Près de l'hôtel, des scènes populaires sur la terrasse d'un toit. Dans la rue, une femme tout agitée. Rassemblement, elle se défend en larmes, son enfant sur le dos. Louis a pitié d'elle. J'emballais mes quelques effets, mon train partant à 11h. Les 2 autres me suivront dans l'après-midi ou le lendemain. Aujourd'hui, il me fallait rester seule. Trop forte l'expérience que je venais de vivre. Et il me fallait partir aussi pour me ressaisir. Tout de même, les 2 autres se décidèrent à partir avec moi. Eux aussi semblent en proie au vécu. Braves garçons. Très doués, Mac léger et brillant, Moilier rêveur. Et dans le compartiment, ils recommencent à se bagarrer à la stupeur des indigènes. Vis-à-vis de nous, un marchand d'huile, et qui en est littéralement imprégné d'une pénétrante odeur. Louis se recule renfrogné. Moi, je suis tout œil. Sanat Mzini, vous faites partie de ces artistes donc, qui ont travaillé et accompagné cet hommage au centenaire du voyage en Tunisie de Paul Klee. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que vous êtes né à Kérouan aussi. Kérouan, cette ville qui l'a vraiment fasciné, dont il a peint plusieurs tableaux jusqu'au dernier, Adieu à Kérouan. Et est-ce que vous pouvez imaginer Paul Klee arrivant dans votre ville ? Moi, j'imagine qu'il a été attrapé par la lumière, particulièrement à Kérouan, à travers son architecture, et comment cette architecture, à travers ses formes géométriques simples, très épurées, avec des coupoles aussi distinctes. Ce qui m'a attiré, c'est les zones d'ombre et de lumière. Oui. Donc, je croise ce regard avec Paul Klee à travers ses aquarelles. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut décrire un peu Kérouan, ses remparts, cette pierre Kérouan, c'est la première ville musulmane al-Ifriqiya au Maghreb, qui a été inaugurée par les ouvertures des musulmans, où il y avait la grande mosquée de Kérouan, qui jusqu'à maintenant elle est parmi les plus belles mosquées du Barbier. C'est ça, du Barbier. Et puis avec ces épurations de formes, d'architecture, de récupération, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a que de la pierre et du marbre. Et ces pierres qui se sont pris, c'est de la récupération de plusieurs périodes, fatimite, aghlabite, aussi romaine, carthaginoise. C'est comme si cette mosquée elle a été bâtie pour réconcilier les époques entre elles et pour nous donner une image sur aussi cette image de l'islam qui a été vraiment ancrée au Maghreb avec beaucoup de simplicité, d'intégration dans notre territoire en s'engageant à travers des ruines des autres époques. Donc Kérouan, c'est parmi les villes, les plus vieilles villes, la toute première. Aussi par rapport à une médina qui a resté dans ce patrimoine, une médina extraordinaire avec une architecture linéaire qui se met en évidence à travers le soleil brûlant. Même les Kérouanais, pendant l'été, on ne peut pas sortir de chez nous. Du coup, il y a ce contraste entre ombre et lumière qui est extraordinaire. Il y a la chaux aussi. Il y a la chaux. Et c'est pour cela que j'ai expérimenté, parce que tout mon travail artistique, c'est un travail expérimental. J'ai travaillé avec la chaux, j'ai essayé d'illuminer les ombres de la chaux à travers la lumière noire. Par la suite, j'ai modifié. J'ai intégré d'autres matériaux comme de la poussière, parce que c'est très important l'idée de cette poussière et de l'évaporation de l'air à Kérouan à travers cette blancheur intense. Voilà.
Et quand Paul Klee a découvert Kairouan, pour lui, c'était aussi déjà le désert, hein, alors que le désert réel est plus loin quand même. Oui, mais Kairouan peut-être, là j'interprète son regard, peut-être que justement cette échelle de l'architecture, elle était tellement proche de l'usager et de cet espace que c'était vraiment où on voit l'horizon. Et c'est le respect aussi de notre nature, de ne pas dépasser les palmiers, des oliviers. C'était vraiment un regard de respect par rapport à la nature. Donc je pense que Paul Klee, il a bien retenu cette idée des proportions, le regard à l'autre, l'être humain par rapport à un environnement architectural, par rapport à un environnement naturel. L'idée du désert, c'était ça, c'était cette épuration et ce respect de l'un à l'autre. C'est vraiment un grand événement, Monsieur le ministre de la Culture, que cet anniversaire du centenaire du voyage de Paul Klee en Tunisie. C'est important aussi pour la Tunisie d'aujourd'hui, non ? Effectivement, c'est un très grand peintre qui a fait honneur à la Tunisie. Là, nous sommes devant un catalogue de teintures issues de la végétation, voilà. C'est extraordinaire, ça fait vraiment plaisir. On voit dans cette exposition la qualité du travail qui a été fait et puis aussi la dimension artistique. Et puis toutes ces femmes tisserandes aussi qui se sont remises au travail. Oui, c'est l'objectif aussi. Faire revivre un tout petit peu ces traditions, tout ce patrimoine que nous avons. En Tunisie, on s'est beaucoup occupé de patrimoine matériel et puis beaucoup moins de patrimoine immatériel. Pourtant, il y a des richesses partout. Je vais faire de tout mon mieux vraiment pour que cette exposition voyage. Mais pour vous, c'est vraiment une belle tâche aussi d'être ministre de la Culture dans ce pays parce que la culture n'est pas encore... elle existe beaucoup, mais il y a aussi beaucoup à faire pour vraiment lui donner de la force et de l'élan aussi. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de chance de faire partie de ce gouvernement qui est apolitique. Vous êtes musicien ? Moi, je suis compositeur et musicologue. J'enseigne à l'université de la musicologie, de la composition. Et donc là, je suis un tout petit peu dans l'univers. Je connais les véritables problèmes du secteur et donc je me sens très très proche des artistes. Nous sommes en train de travailler vraiment sur des réformes structurelles et ce qui est bien, c'est que j'ai l'appui des artistes et de la société civile et ça c'est très très important. Merci beaucoup en tout cas et bonne route alors pour la Tunisie. Merci. Voilà, c'est la fin de ce voyage en Tunisie pour le centenaire du voyage de Paul Klee en Tunisie. Merci à tous. Michael Baumgartner, qui est chef du département des collections au centre Paul Klee à Berne. Une très belle exposition de voyage en Tunisie est actuellement au centre Paul Klee, où un catalogue aussi est disponible et édité par le centre. Merci à Sadika Keskes, à Jean Lancry et à Alain Nadeau pour l'exposition Paul Klee et le tapis tunisien à la galerie Sadika, avec un très beau catalogue aussi avec des textes d'Alain Nadeau, Jean Lancry et Sadika, et c'est aux éditions Sahal. Merci à Nasser Kemir, Mouna Gemal Siala, Sana Tamzani, Wadi et Ouda et Mourad Sakli, ministre de la Culture en Tunisie. À signaler également d'Alain Nadeau, Dieu est une fiction aux éditions Serge Safran. Carnet nomade, Thierry Beauchamp à la coordination, Vincent Deck à la réalisation, Colette Fédouce. Je vous invite à partager un nouveau carnet nomade samedi prochain pour des éclats de ville. Très bon week-end à tous. Vous pouvez podcaster bien sûr ce carnet nomade sur le site de France Culture.
Et dans quelques instants, vous pourrez retrouver le rendez-vous des fictions de France Culture.